Avec la publication des résultats du probatoire de l'enseignement secondaire la semaine dernière, l'année académique 2018-2019 s'achèverait de façon officielle au Cameroun, au moment où parents, enfants, éducateurs s'apprêtent ou alors se préparent de façon active pour la préparation pour la nouvelle rentrée scolaire. Straight Talk décide ou alors a décidé de s'arrêter le temps de cette émission pour scruter ou alors faire l'autopsie du système éducatif au Cameroun. Et pour en parler ce jour, un panel presque identique au panel de la foire dernière, à une différence près. Bien sûr, on a sur ce plateau, pour la première fois, un entrepreneur, Jean-Pierre Faupas. Avec vous, on va revenir sur les conditions d'entrepreneuriat au Cameroun. Déjà, salut et bienvenue. Merci. Donc, salut à vous, salut à tous les panélistes et copanélistes et à tous les auditeurs de Miroir TV. Bien évidemment, vous êtes la bienvenue. Il était déjà ici la dernière fois et on le reçoit encore ici une deuxième fois de suite avec bonheur et avec appétit, on va dire ça comme ça. Christian, bienvenue. Merci. C'est vous qui me faites l'honneur de venir une fois de plus sur ces modestes plateaux pour comme ça discuter des choses qui concernent nos enfants, qu'on peut appeler aujourd'hui nos camps de demain. Donc c'est avec un plaisir partagé que nous allons en discuter. Thanks for being here. Barista Patricia Kouantembi, good afternoon and welcome. Good afternoon, Serge, and good afternoon, Christian, and Mr. Faupas, and to you all watching us again today. It's a pleasure for me to be in your midst and to share with you on this very, very crucial topic, especially this moment where children are going back to school, where parents are doing everything to prepare the next school year, and after the results of our GCE, O-levels and E-levels. Ok, salut à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle édition de Straight Talk sur Miro Télévision Cameroun. On va commencer d'entrée de jeu avec toi, Christian, éducateur, enseignant, directeur d'école. On va analyser les statistiques des résultats aux examens officiels au Cameroun. Déjà, le baccalauréat, on a eu une nette amélioration au Cameroun en ce qui concerne le baccalauréat. Les chiffres publiés dernièrement par l'Office du baccalauréat font état de ce que cette année, il y a eu une évolution de près de 20% au baccalauréat. On a eu près de 60%, contrairement à 52%, c'était en 2018. Déjà, un regard superficiel, un regard panoramique sur ces résultats. Qu'en dites-vous? Bon, en ce qui concerne les résultats officiels des examens, surtout quand on regarde le bac cette année, ça fait beaucoup de gens, on s'est posé beaucoup de questions, mais nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Tout compte fait, quand il y a des examens, les enfants doivent se préparer. Je crois que les enfants sont préparés conséquemment et les encadreurs ont accompagné les enfants pour qu'on obtienne ces résultats. Je ne pense pas qu'un établissement peut ne pas donner le meilleur de lui-même pour avoir des résultats aussi élogieux. Donc, sûrement, les parents, les enfants, les formateurs, les encadreurs ont mis tout ce qu'ils avaient à donner pour avoir des résultats pareils. On ne peut que tirer un coup de chapeau à tous ceux qui sont battus coréens pour permettre aux enfants de passer avec brio cet examen. Pourtant, ça fait objet de plusieurs controverses où certaines personnes ont estimé que même si le pourcentage a été revu à la hausse, s'il y a eu augmentation en termes de pourcentage, la qualité des enfants conformes aujourd'hui demeure un problème. Ça, c'est vrai. Je crois que ça, on met directement le pied dans le plat parce qu'on aura toujours ces petits couacs. Le petit couac, c'est quoi? Et qui peut devenir un grand couac? La qualité de la formation. Quand on dit qu'un enfant a un diplôme, qu'est-ce que ça représente? Donc c'est pourquoi jamais on ne se retrouve pas. Il y a une certaine inadéquation entre le diplôme et la valeur intrinsèque de l'enfant. Est-ce que donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les deux marchent ensemble? Ça, c'est toujours la question fondamentale qu'on se pose. Mais bon, parfois je me dis, le jeune âge des enfants, parce qu'aujourd'hui on présente des enfants de plus en plus jeunes, très jeunes à des examens. C'est-à-dire que on peut facilement comprendre que
il y a des années où on retrouve des candidats qui ont moins, je vous dis, moins de 16 ans. Moins de 16 Ce ans. qui rend la tâche beaucoup plus compliquée. Très bien. Ça fait qu'au niveau du ressenti direct de la valeur intrinsèque de l'enfant, ça ne peut pas surgir comme ça. Donc c'est pourquoi il y aura toujours ces petits quoi. Mais en ce qui concerne l'examen cette année, comme j'ai dit dans mon propos préliminaire, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Tout ce que nous savons en tant qu'encadreur d'abord, chaque fois qu'il y a un examen, tout le monde se prépare et chacun veut donner le meilleur de lui-même pour escompter le résultat assez favorable. Okay, Barrister, maybe you share the same perspective. I mean, the same opinion. You are a school, you have a school, you are a school owner as well. That's what makes you an entrepreneur. Tell me, you have gone through the result of GCE or an advanced level. How do you analyze the rate of success this year, 2018, this academic year, 2018-2019? Yeah, as you rightly said, there's an increase from what the final publication of the GCE board brought to our notice. There's a net increase as compared to last year. What interested me was how much, there's always a euphoria, there's always an excitement when the results come out and we know there's more students have passed. I think everybody likes that, and I always enjoy seeing the students celebrate. Yeah. I want us to get past this level of celebration. Christian was just talking about the intrinsic value of these certificates that are awarded to children. It is very true. They said certificates are not a true test of knowledge, but they are just what we can use as a yardstick, because without those certificates, I don't think it will be easy for anybody to actually even know what you know. Yeah. But as we say always in French, le maçon sera jugé au pied du mur. I think it's capital for us to know that. In as much as we want these children to pass well, we want them to go through the process. You see, parents, teachers, and students, it is this trio, these three, that have to work together. Yeah, we can't contest by saying whether they did well or they didn't do well, whether it represents the real test of that knowledge or not, because so long as there's a body that is competent to tell us, then we believe. that we have to believe. There's nothing that we have to do. But what I want to say is that as we begin to prepare for the next academic year, let us see how we can improve on what has been done this year, and to let parents know that the books that the children have been advised or given by the state, by the Ministry of Education, Basic Education and Secondary Education, as well. they're just a small aspect of it. Everybody has to understand that we need more and more books so that the children can read. And just to land on what Christian said, the age is really becoming a factor. Yeah. It's a call for concern, because everybody wants their child to have the back at 13 or 14 years. And then the question we are asking, after this back, after the GCE levels at 14 years, and we are having them, there are many students having A level as 15 years. We begin to ask, after that, what next? After that, But what next? Barrister, you mentioned the issue of age. As years after years, we have young students, young learners. At the age of 15, at the age of 14, you have students in upper six. What seems to be the problem? How do we handle them? Because at the same time, we cannot stop them from being intelligent. If they are very young in those classes, then they are intelligent. Then how do we handle them? Don't you think it will be important to readjust the program? The schedule for them, the school schedule for them to be appropriate, to create a for it to go to match with their intelligence. Intelligence is really problematic. If we had geniuses, then by now Cameroon would have been far gone in development, because we started seeing where they would present children at 13 years, at 14 years, who had baccalaureate, who had GCE. But after that, we don't see
what become of these So they children. follow up. They follow up. We don't see, and I totally agree that they're geniuses. But if they're geniuses, there should be a follow up. They should follow them to see and give them the appropriate environment, create a conducive environment for them where to their talents or their geniuses be more will be triggered. able to work. And then to talk of intelligence, it's so sad to know that they expect children to memorize the textbooks and go and have 19 over 20s or 20 over 20, and you call that intelligence. There are many children, yes, they have the capability, they have the IQ. The brain is there. Opened. They can do it, they can memorize. But will you now say that these children should go to secondary school at age 8 years? That is the question. The ministry has given age limit to every section. They say nursery should start at 4 years. When you are 4 years, you can start the nursery school. At 5 years, you can go now to primary school. You understand? But we have parents at 1 year and a half, 2 years, they bring their children to the nursery school. After that, they at 3 years, they are already going 4 years to class 1. You imagine that if you are 4 years and the school year ends, the primary school now ends in class 6. You understand? The children will now be 8 years. We even have a case where a woman brought her child of 8 years that she transferred the child. She herself promoted the child from class 5 to class 6 at 8 years. And she thought she was very right. You know, so parents have to be called upon to consider that before these ages were fixed, psychologists had taken into consideration what the child is supposed to know at that time. I don't know whether the parents want to go and sit in the classroom to study in the place of the students, or they actually want the students to do what they expect them to do. Okay, Barrister, we'll have enough time to discuss all these Yeah. issues, important, pertinent issues. Jean-Pierre Fopa, d'après les statistiques rendues publiques la semaine dernière, ou alors il y a de cela quelques semaines par l'Office du baccalauréat au Cameroun, 60%, au moins 60% des Camerounais ont passé le bac. Des jeunes apprenants au niveau du secondaire ont réussi au baccalauréat de l'enseignement secondaire général au Cameroun. Bonne nouvelle pour le monde de l'entrepreneuriat dont vous représentez ici. C'est vrai que je suis parent. Mes deux fils ont eu le baccalauréat, donc je peux bien en parler. Félicitations à vous déjà. D'accord. La plus jeune l'a eu à 17 ans, donc ça pose le Avec problème brio, des en âges. fait. Le problème des âges, n'est-ce pas, des enfants qui rentrent à l'école et tout. Je crois que, comme le dit Maître, c'est un problème davantage à prendre au sérieux. Des enfants qu'on envoie à l'école très très tôt. Après un enfant à 17 ans a un baccalauréat, on ne sait pas comment les orienter. Comment est-ce que l'État fait pour accompagner ces enfants génies, ces Mozart, ces enfants qui ont des prédispositions? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que généralement, on a des problèmes, des enfants précoces. On ne sait plus comment les mettre parce que, dis-toi, à 15 ans, un enfant va aller à l'université ou son camarade de classe à 26 ans. Est-ce que vous allez parler des mêmes choses aux enfants? Est-ce que cet enfant qu'ils ont la même capacité de compréhension? comprendre? Est-ce que le fait que cet enfant ait un cerveau un peu frais, des prédispositions naturelles, son âge permettra de faire une bonne péréquation entre ce qu'ils, les enseignements donnés. Je crois que là, l'État doit davantage réfléchir là-dessus pour savoir comment encadrer ces enfants. Voilà, ces enfants génies. Maintenant, parlant du pourcentage, bon, mais chaque génération essaie de faire de travailler avec les programmes qu'on leur présente, et s'ils ont été évalués sur un examen qu'ils ont réussi, tant mieux, 60%, on va dire bravo. Mais pour nous qui sommes des bacheliers des années 90, 91, on voit véritablement que le niveau a énormément baissé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une crise de génération aigrie finalement? Ça a toujours été, notre génération était la meilleure, même ceux qui sont aujourd'hui diront dans 10 ans que leur génération était la meilleure. Est-ce que ce n'est pas finalement une crise puérile de génération? Quand on composait le BPC à l'époque, on parlait des BPC de Ndamdioya de l'époque parce que c'était plus compliqué que les autres.
si vous avez eu la chance d'avoir un parent qui a eu le CEP des années 60, vous allez vous rendre compte que dans les années, jusqu'aux années 90, il parvenait à faire ce que vous qui aviez le BPC et davantage, vous n'arriviez pas. Donc, et nous, des années 90, on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, un enfant te dit, bon, j'ai réussi le bac. Oui, et ça s'est passé comment? Non, je l'ai dit que ceci. Ouais. C'est-à-dire que le niveau n'est plus bon. Très bon. Et puis, c'est sur quoi on se base pour former les enfants? C'est des manuels scolaires. Les manuels scolaires sont devenus des objets de commerce. Nous, on a utilisé les mêmes livres. À l'époque, ça pouvait durer sur 10 ans parce que ça avait un contenu solide. Aujourd'hui, c'est tel délégué, je ne sais plus comment on appelle, inspecteur pédagogique qui apporte son truc par affinité, on introduit, on enlève. C'est-à-dire que 10 collèges, c'est 10 programmes différents. Après, ça devient compliqué. Merci Jean-Baptiste. Tu soulèves un problème intéressant, très intéressant en effet. Christian, vous êtes directeur d'école. Je pense qu'il vous pointe directement du bout de doigt. Ce sont des accusations directes. Si les élèves ne sont plus à leur meilleur niveau, il faut aussi reconnaître que les enseignants ne seraient pas à leur meilleur niveau. Vous êtes un enseignant. Comment on explique donc cet état de choses? Oui, bon. Je ne voudrais pas avoir la faiblesse de penser comme ça, de prime abord. Je vais revenir un peu sur le problème des âges des enfants, des apprenants, pour quelques minutes. Aujourd'hui, on a un gros problème parce que parfois, les âges sont fixés. Déjà, il faut reconnaître qu'en ce qui concerne le CEP, par exemple, pour présenter un enfant au CEP, il faut qu'il ait 9 ans. Il faut qu'il ait 9 ans. Donc, moins de 9 ans, on le présente par l'examen. Maintenant, il y a une voie de contour pour les parents. Il peut demander dispense d'âge. Mais, comme nous sommes dans un contexte socio-culturel et économique qui est parfois pas facile, les parents disent l'enfant ne doit pas faire le chemin à la maternelle, et puis viennent le diktat des parents. C'est-à-dire que les parents font un diktat sur les promoteurs d'école, sur les enseignants et sur les directeurs, si bien qu'ils arrivent parfois à imposer leur méthode. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui va arriver à 3 ans et demi, ou à 4 ans, et puis, brusquement, le parent va dire, il fait une année à la maternelle, et il va. Et quand l'enfant arrive au cours moins 1, généralement, au classe 5, généralement, ils sont toujours poussés à convaincre ou à imposer que l'enfant fasse classe 5, classe 6, ou cours moins 1, cours moins 2. Vous voyez, ils commencent à avaler. Maintenant, quand ils vont dans le privé, là, au secondaire, il y a encore certains parents qui réussissent comme ça à faire présenter les enfants au BPC en classe de 4e. Vous voyez donc que sur le circuit, l'enfant aura avalé dans les 4 à 3 ans. Vous voyez? Donc ça fait qu'on retrouve beaucoup plus de diplômés. Est-ce que vous comprenez? On retrouve beaucoup plus de diplômés que des gens qui ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que la qualité intellectuelle est à pure. Donc on a beaucoup plus la chasse vers le diplôme. Et donc quand on va dans la chasse vers le diplôme, on trouve dans une école qui a conçu un système de diplômés. Et est-ce que tu n'es pas en train de dédouaner les enseignants dans leur responsabilité? Puisqu'en réalité, ce sont ces enseignants qui forment ces élèves qui aujourd'hui, selon toi, ne sont que des diplômés. Très bien. Je voudrais en arriver là. Donc, en ce qui concerne maintenant les enseignants, okay, il faut se dire la vérité. J'ai dit encore toujours la conjoncture économique a fait que nous nous retrouvons dans le domaine de l'enseignement avec parfois des personnes qui, de prime d'abord, n'étaient pas préparées mentalement, n'étaient pas prédisposées à entrer dans l'enseignement. Maintenant, comme ils veulent fermer, c'est-à-dire que fermer le mois, et régler les factures et tout, on se retrouve avec des personnes qui arrivent, aux Français qui arrivent, parce qu'ils veulent assouvir ils veulent régler les factures, satisfaire leurs besoins. Donc maintenant, on se trouve avec des gens, parfois, pas tous, qui ne sont pas parfois motivés. Mais il y a certains qui arrivent, mais ils s'y mettent, et au bout de quelques temps, ils deviennent franchement des meilleurs. Donc c'est aussi ça l'un des problèmes. Barrister, you got him well. Yeah. And the same question I'm asking to you. What do you think about this issue? It's a very serious problem. Parents are so much in a haste. Everybody's child is a genius. And especially in the private sector, they think that they can get to the private sector and manipulate. They want the child to skip as many classes
as possible. possible. I don't know for first maybe economic reasons, because they know when the child skips one class, he's not going to pay the fees. That's money to save. Yes, we have personal experiences that in the primary school, it used to be 7 years, and most people used to send their children to secondary school in class 6. Now the government made it 6 years. So instead of the 6 years, parents now want it to be 5 years. So which means that in class 5, they want to present the common entrance examinations and the first school living, because after that they want to skip class 5. A case that I had in hand, when a mother said the child should go to class 5, to class 6, from class 4, she has to go to class 6. You know, she wanted the child to skip class 5. But for parents who don't understand the English subsection or subsector of education, it is very delicate, because there's a program that starts in class 5 and finishes in class 6, most of the subjects. But when the parents don't understand, they will think that when they go to class 6, the child is intelligent. So Christian said something, we are in a quest for certificates. And this brings our attention to the parents. It's mostly a problem with the parents. They come and put pressure, they manipulate the school authority, the administration, because for them, they are paying money. So when they pay the money, they can dictate. But Barrister, from what you are saying, teachers and educators, based on what you are saying, they have nothing to do, they have no responsibility in this affair. The responsibility is this. Every teacher who knows, like what we have done, if you write the common entrance in class 6, you don't come back. Yes. Because the only way, you imagine that they even have to hide the school uniform. They go and make the government school uniform, register externally, and go to write. You can imagine how it manipulates the child's psychology. The child knows that I am in this school, this is our uniform. But the parents have to sew a uniform that represents a government school so that the child can be there as if the child comes from the primary school. It is very, very traumatic for the children, because we are teaching these children integrity, and we cannot show proof. You already make the child lie. But maybe parents can be doing this out of ignorance. Now it's up to those who know it, those who master the norms and regulations of education in the country, to tell them, to sensitize them, to educate them. Serge, the last time I went to Garoua, the principal was summoned the regional delegate of secondary education, because a child had to register in class 4. And when the school discovered, the school says you cannot be part of the school because we don't register GC in class 4. It became a problem. It became a problem. It had to be convened, had to be summoned to go and answer. It is their right to write the GCE, and many still go and write. It is not a matter of passing and having some subjects in O-level or A-level. It is, can you defend wherever you go, you say, I have A-levels. A-levels is already in a level of, how do they call it in the workforce? It's, how do you call it, Mr. Fopa? Category 8 ou quelque chose comme ça. You know, you have, that means when you go to work with A-levels, it's considered that the content of that certificate, you can defend it. Okay. But then, when you just pass exams and you go out, you cannot do anything. Parents, we are actually talking to you. I think today it's really for the parents. Ok. Monsieur Fopa, je vais revenir sur ce que le maître a dit. Finalement, on a trouvé le bouc émissaire, c'est le parent. Mais je reviens sur quelque chose de très intéressant que le maître a dit. Aujourd'hui, on a des diplômes vides. Vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que la remarque se fait ressentir dans ce monde-là, avec le caractère vide de ces diplômes que les enfants viennent vous présenter au quotidien? Est-ce qu'avec un diplôme obtenu au terme des études secondaires au Cameroun, est-ce qu'on peut peut-être être un entrepreneur au Cameroun? C'est difficile. Dans le contexte actuel, les enfants doivent être davantage assidus. Parce que ce jeu de cache-cache qui se passe entre le parent,
les enseignants et tout, les établissements privés et d'autres, c'est l'enfant qui paye le plus lourd tribut. Parce qu'en fin de compte, il se retrouve avec un diplôme dénué de toute valeur intrinsèque, comme le disait le panéliste. En réalité, et Maître l'a dit, quand vous faites la classe de 3e, quand vous avez bien maîtrisé votre classe de 3e, en première, vous avez pas mal de choses qui avaient été vues en 3e. Notamment histoire, géographie, sciences et consorts. Mais quand vous avez eu le BPC en 4e, normalement, en première, vous aurez des lacunes, vous aurez des difficultés. C'est pareil pour nous qui avions fait la C à l'époque. Quand tu as fait une bonne seconde C, en terminale C, tu as davantage de facilité parce qu'il y a des trucs. Mais si tu l'as sauté, tu vas arriver, tu auras... En fin de compte, on retrouve des enfants qui ont des diplômes, mais dénués de toute valeur académique. Peut-être il s'est concentré, on appelait le bachotage. Il n'est pas assidu, il n'est pas un enfant, mais pendant la période de composition, il se concentre sur un sujet, il a un diplôme. Mais que vaut ce diplôme? Après, on dit, bon, voilà un enfant bachelier, mais lui-même, il est vulnérable parce que... il est conscient. En fait, il est conscient que son diplôme est vide, en fait. Oui, il n'est même pas conscient. Tu sais, l'ignorance, c'est l'autre qui peut t'évaluer. Toi, tu dis, j'ai une licence en ceci, point. Tu es orgueilleux, mais en face, quelqu'un te regarde et il comprend que tu ne peux pas. Aujourd'hui, davantage sur le monde du travail, du monde de l'emploi, on constate qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent. Ils ont des diplômes, machin. Ok, dépose le diplôme. Assois-toi là, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai un machin, même ceux qui ont des diplômes techniques, j'ai un BTS en informatique. Ok, dépose tout ça. Prends ça, pratique ce que tu peux. Fais quelque chose de pratique. Tu verras qu'il aura beaucoup de lacunes. Parce que l'élément sur lequel on s'appuie pour l'évaluer, pour donner son examen, c'est des fois en déphasage avec ce qu'on fait sur le terrain de manière pratique. C'est pour ça que j'aime bien quand on dit qu'il faut professionnaliser les enseignants. Ok, parlant de la professionnalisation du programme scolaire au Cameroun chrétien, vous êtes directeur d'école, il parlait de quelque chose de très important. Il faut aller au-delà de la professionnalisation, il faut même contextualiser le programme scolaire aux réalités camerounaises. Est-ce qu'un enfant qui finit le cycle primaire au Cameroun peut faire quelque chose de façon triviale, comme on le dit souvent? Bon, il faut déjà noter quelque chose. Vous savez, l'école a plusieurs objectifs. Et je vais citer les objectifs principaux. Il y a l'objectif, il y a le côté politique de la chose. Quelle est la politique qu'on met dans l'éducation qu'on veut? Il y a le côté social. Et il y a le côté aussi économique et autres. Donc, à ce niveau maintenant, est-ce que les programmes de l'éducation peuvent permettre aux enfants d'être assez pratiques? Je vais jeter un regard de praticien. Aujourd'hui, avec les nouveaux curricula qui ont été mis sur pied depuis l'année scolaire 2018-2019, il faut y le préciser, donc nous sommes il y a une année, quand vous regardez ces programmes au niveau de l'école primaire, vous sentez qu'il y a une volonté profonde de vouloir sortir l'école des sentiers battus qu'on connaissait avant. On rend l'école beaucoup plus pratique. Maintenant, on évalue et l'évaluation des enfants tient compte de la connaissance à l'état pur. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Ça veut dire que même un enfant de l'école primaire, est-ce que cet enfant peut, avec ses mains seulement, peut concevoir quelque chose? Donc, dans ces programmes, tout est énoncé. Maintenant, il faut que les enseignants, que tout le monde qui fait partie du maillon bien de la chaîne de l'éducation se mettent au travail, se recyclent et que nous enseignons presque la même chose et que nous mettons les enfants au même palier. Donc à ce niveau, il faut le reconnaître, il y a eu un programme, parce que les programmes sont déjà là et on commence à les manipuler. Donc nous serons rendus à cette année scolaire 2019-2020, à la deuxième année d'expérimentation. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Parce que quand vous rencontrez les collègues, ils vous disent, on demande d'aller encore travailler et je vous dis, certains ont démissionné. Il faut préciser. On va revoir ça dans la seconde partie de l'émission, c'est avec cette réaction de Elvis Christy Forêt que nous mettons un terme à cette première partie de l'émission. Nous reviendrons dans quelques minutes pour comprendre, pour essayer de proposer des possibles solutions. Comment sortir de cet obscurantisme
entre guillemets. Rendez-vous dans quelques minutes pour des pistes de solutions. Vous êtes sur Miro Télévision et le programme, bien évidemment, c'est Street Talk. Bienvenue une fois de plus sur Miro Télévision. Après la petite pause, nous sommes de retour pour essayer cette fois-ci de proposer quelques solutions, des possibles solutions pour remédier cette situation, pour sortir de cet obscurantisme, pour remettre l'école au centre du système éducatif au Cameroun, au centre du débat au Cameroun. Fait de l'homme la principale motivation de l'enseignement au Cameroun. Le panel, bien évidemment, est resté inchangé. Elvie Christie Fauguin, Maître Patricia Couron, Jean-Pierre Fopa, entrepreneur. Je vais commencer avec you, Barrister. I'm starting with you. What do you think can be done to remedy this situation? We have presented the situation during the first part of the program. Now we are pondering upon what can be done. You are a school owner. I'm saying it for the second time because I know why I'm saying it. What do you think can be done, because you have a lot of experience in this story? Yes, I would first of all say if we have diagnosed a problem, the next thing is, as you say, solution. This particular subject cannot be treated looking at it just from one angle, and it does not depend on a group of persons. It is an action. It is something that entails the joint effort, the combined effort of all the stakeholders. The first stakeholders are the parents. You know, when we talk about parents, children going to school and coming out with empty certificates, there's a lot that they have learned in their head. Something has been stuck in, like intellectual knowledge. Then how would they present, how can they come out of the school, the classroom, and do something with this knowledge? I think the first thing, it starts from the house. Most homes, most parents, the children don't even know what to do. I would suggest that every parent, if you are a mother, if you are a father, during holidays, you need to take your children to your workplace to see what you yourself you're doing. You have to explain to them that the end result of school is to be able to take care of your needs. And you cannot take care of your needs if you don't do something, you don't work. I am going out every day. If you are a secretary in an office, your child should be able to see that at the end of the month, you are paid money from that work that you do. You take papers, they sign the papers, you bring, you dispatch. If you're a teacher, let your child come with you to school and see that it is from that work that you're working that is able to have food. If you are a lawyer, you take your child once in a while to your office. Take the child even to court. Let the child know that after you got a certificate, after you train as a lawyer, it doesn't suffice just to train as a lawyer. You need to have to be able to back it up by bringing food to the house. Yes. And that's exactly what you do. If you are a doctor, you see, there's something we always say, parents should not insist on their children doing what they have done. There's a little bit of an error. The error is what? You see, when you go through this question, is it normal for a child to do what the father or the mother did? I think it is very normal. But the child has to be prepared. If you have never seen your father working as a doctor, you have never seen your mother working as a lawyer, as an engineer, as a teacher, how will you one day, you don't even know what it means. And then one day they tell you, you have to be a doctor. What is a doctor? He doesn't know. So you need to get them interested in the things that you want them to do. Like you buy toys that can orientate. After seeing with your own eyes what you think your child can do, you observe and then you can orientate. And I think, let me not say everything, I think Christian has a lot to say. Naturellement, j'allais passer à toi, Christian. Tu as compris ce que Maître a dit. En réalité, tu es éducateur, tu es enseignant, directeur d'école à l'appui, c'est très important. Et on va revenir sur cette relation, aller-retour perpétuel entre vous, les enseignants, et les parents. En réalité,
On nous a dit, ou alors il se dit dans les couloirs de l'éducation au Cameroun, qu'en réalité, il faut une certaine collaboration, une certaine affinité de collaboration entre les enseignants et les parents. Est-ce qu'à votre niveau, vous sentez les parents impliqués dans non seulement dans le processus d'apprentissage de leurs enfants, mais aussi dans le devenir de leurs enfants? Ok, déjà, il faut dire quelque chose. Un enfant, c'est un projet. Maintenant, compte tenu que c'est un projet, il faut donc que le parent, de temps en temps, vienne rencontrer ceux qui ont la charge d'éduquer et de former. Oui, donc ceux qui ont la charge d'éduquer et de former leurs enfants. Comme ça, ils échangent. Maintenant, nous sommes des enseignants d'abord, ok? Et puis, il y a un volet, parce qu'on a toujours l'habitude de confondre entre l'éducateur et le formateur. Donc, au-delà d'être des formateurs, c'est-à-dire qu'apprendre aux enfants à compter, à parler anglais et français, nous sommes aussi des éducateurs. Et nous avons la possibilité, passant 8 heures de temps minimum avec un enfant par jour, nous avons parfois la possibilité de facilement lire cet enfant. Donc, il faut de temps en temps que les parents viennent et rencontrent les éducateurs, les formateurs de leurs enfants pour qu'ils échangent sur leurs projets. Parce que leur enfant, c'est un projet. Est-ce que ça se fait? Ou alors, sur quelle base ça se fait? Est-ce que ce que vous êtes en train d'expliquer est déjà faisable? Ça se fait déjà sur le terrain ou pas? Et si oui, sur quelle base? Très bien. Il faut le dire d'une manière vraie, directe. Donc, ça ne se fait presque pas. Donc, il y a des parents qui viennent inscrire les enfants. Dès qu'ils inscrivent l'enfant en septembre, vous le verrez peut-être en fin d'année. Certains, c'est à la fin du trimestre, ça peut être 3 ans. Et quand il arrive, parfois certains parents sont trop pressés. Certains parents sont trop pressés, si bien que vous avez la peine de placer un mot qui pourrait aider l'enfant. Et on a souvent eu des cas comme ça, des cas très heureux, parce que j'ai un cas qui me reste dans le cœur, et ça me plaît beaucoup quand je vois ces cas. C'est-à-dire que j'avais un enfant en classe, cet enfant avait des difficultés en langue, en mathématiques, même en histoire, éducation civique. Mais cet enfant avait une capacité à avoir la première note quand on faisait les TIC, la technologie de l'information et de la communication qu'on appelle d'une manière vulgaire informatique. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer la maman et nous avons énormément causé. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ton enfant n'est pas faible, comme tu le dis. Il faut faire très attention, observe-le bien. Il a une capacité à manipuler des TIC. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est là où le monde dit oui, à la maison, il a même des panneaux de télévision un jour. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Je dis, mais non, il aime ces choses-là. Donc il faut déjà savoir que ton enfant n'est pas perdu. C'est un gars qui a quelque chose en lui qu'il faut ressortir. Il faut juste le remettre en confiance. Ça pose dans l'éternel problème d'orientation. Très bien. On reviendra sur ce problème d'orientation pendant la prochaine émission. On reviendra sur comment orienter. Est-ce que le service d'orientation au Cameroun fait son travail? Et si le service d'orientation fait son travail, quelles sont les entraves que ce service rencontre au quotidien? On reviendra. C'est assez important pour être traité de façon partielle. Vous êtes entrepreneur, Jean-Pierre Fopard. Comment on fait pour qu'il y ait adéquation entre l'éducation et le monde des affaires finalement au Cameroun, puisque c'est clair, vous le dites, le fossé va de plus en plus grandissant. Comment on fait pour remédier à une situation pareille? Non, mais c'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut davantage adapter les formations à la vie professionnelle plus tard. Quand normalement un enfant débarque avec... Est-ce qu'on a même les moyens de le faire finalement? Puisque vous parliez tout à l'heure, il parlait des Ventic. Finalement, il y a les enfants qui passent le BTS, une licence professionnelle, même le master professionnel, sans toucher du doigt ce qu'il faut, ce qu'ils ont appris. Est-ce que finalement on a les moyens qu'il faut pour prétendre? Est-ce que ce n'est pas un rêveur, ce n'est pas une illusion que de dire qu'il faut contextualiser même, que ce soit adéquat? C'est un problème. Je crois que depuis tout à l'heure, il y a un problème qui apparaît de manière sous-jacente. La subvention que l'État devrait apporter auprès de ces établissements privés. Quand tu as créé un business, c'est-à-dire que tu as ouvert un établissement scolaire,
quand on vient dire l'enfant de 2 ans va faire, bon, toi tu as besoin d'un client, hein, parce que tu as des enseignants à payer. Je crois que si les établissements avaient des subventions nécessaires, un fondateur peut dire, je ne prends pas cet enfant, point barre. Or, si tu es vraiment rigide, tu n'auras plus d'élèves qui vont venir. Jean-Pierre, Parce je que vais tu- parler sous le contrôle de Christian, qui est directeur d'école. Oui. On ne vous impose, on n'impose rien, hein. Les directeurs d'école privée, eux, ils fixent les frais de scolarité comme bon leur semble. Je ne pense pas que l'État demande qu'il faut mettre à 60 000. J'ai vu des écoles où on paye pratiquement 300 000 francs pour un enfant. Donc ça veut dire qu'on ne t'impose pas, et du coup, est-ce que ce laisser-aller ne peut pas aussi permettre aux responsables d'école d'être moins capitalistes, un peu soucieux de l'éducation des enfants, finalement? Je crois que ce que Christian a dit tout à l'heure est très important. La communauté éducative, c'est-à-dire que les parents, les enseignants mettent tous les efforts ensemble pour encadrer l'enfant, mais il faut aussi que l'État contrôle, c'est-à-dire que l'établissement scolaire ne fonctionne plus comme un vulgaire business, parce qu'il s'agit de l'avenir des enfants. Il y a des domaines où on peut vraiment libéraliser, mais je crois qu'à l'école, il faut faire un petit effort pour que les fondateurs ne fonctionnent pas comme une épicerie. C'est-à-dire que les fondateurs ne recherchent pas le bénéfice, ne recherchent pas... Parce qu'il y a des établissements scolaires où ils sont conscients que cet enfant, c'est pas bon. Le niveau n'est pas bon, l'âge n'est pas bon, ceci n'est pas bon, mais ils ne peuvent pas imposer la rigueur parce qu'à côté, les autres vont prendre. Il faut quelque chose pour canaliser ces enfants-là. Okay, Barrister, sur let me talk to you, talk to the lawyer you are. What does the law in Cameroon say about this issue of schools, the regulations, the norms and regulations of schools? What does the law say about it? When it comes to laws, we have very good laws. I think everybody knows that. If it is for laws, one of the things that we have in Cameroon, they are good laws. But how we apply the laws, because there's a lot of tolerance. You know, there's this policy of the government where every child must go to school, where they want to bring the school as nearest to the children as possible. So most of the schools that are opened, they have a social policy that makes them try to tolerate just anything. You understand? Because even if you look at the government, they try to, like this year, they've come out with the list of schools that are not authorized. That was a week ago. Yes, just a week ago, they closed some of the schools. But, you know, the parents are not vigilant. Because even before a parent goes to, they don't really, I still come back to parents. Because as Christian said, a child is a project. It's an ongoing until it becomes an adult. That's when you can say, oh, this child cannot take decision on their own. If not, every decision we take on behalf of the children. And if you know that the school is very important for the child's future, you need to make sure that the school that you're taking your child to has all it takes to safeguard that child's future. But if you take your child to a school, if it is a dustbin, if it's they say poulailler, as we call it, a chicken house, it means that you went there knowing you don't value your child. But Barrister, And you you know, just these are said hard something, times, yeah. and You said something. The government does not impose any amount on any school. You understand? Because the government believes that they say tout fait la politique de moyenne. That means when you open a school, if you are putting, there are some schools that are 20,000 for fees. And the schools that are like that, you have to pay the teachers something that resembles that. Because it is these schools, the fees that they collect, that they used to take care of the used. school. And now the schools also have become businesses. Mr. Fopa just said it. That is why you can see banners, the banderole, everywhere in the town. Publicity. Doing publicity, and results have also become now a medium of publicity. We got in entrance and sixième, in first school living, we got 100%. In common trust, we got 100%. In the BPC, GCO level, we got 100%. But Barrister, it clearly shows that the intention of those who are training students, their intention is to produce diploma holders and not real people.
Well, that's why we are here to talk about it, because most people, they do it out of ignorance. You know, it is true that everybody that does something, you have an interest. But in this case, the interest should not be on you. The interest is on that child that you are preparing for the future. Now you have to put in the packet what it takes, that when the child leaves from that school, the child should be able to say, wow, I passed through this school and this is what I have become. And they should stop being in a haste. If the child cannot pass, there's also something that the government did. You said no child repeats. That's one of the policies, that let the children go. So whether the child passes or not, they should go to the next class. So there are children that they just keep going, they keep going until they get to where they can no longer go. It is what we have discovered, that those children are not dull. They are not stupid. They just want to get more time to understand what they're even doing. Or maybe to get an orientation. To get an orientation. And we talk again about the teachers. You see, teachers cannot give what they don't have. Even the teaching, they were taught from the textbooks. They were made to memorize. And the same thing they were taught to do, that is what they teach the students now, the pupils, to do. Memorize, pass exams, and become a teacher tomorrow and do the same thing over and over. No, they don't. If you ask the children, ask every child who wants to be. I did this experiment one day, I'm telling you. I asked the students, who wants to be a teacher? No, madam, no, madam, no, madam. Nobody wants to be a teacher. That's very interesting. Christy, mais pourtant, quand on faisait l'école primaire, mon enseignant, mon maître d'école primaire m'a suivi jusqu'à l'université. Il prenait de mes nouvelles, il me suivait, il faisait le follow-up. Quelque chose qui semble avoir disparu aujourd'hui. Finalement, je voulais être comme mon maître d'école primaire. Et maître vient de le dire, aujourd'hui, être enseignant, ça ne fait plus rêver du tout. Oui, ça fait plus Même rêver. les plus petits, ça ne fait plus rêver. Oui, ça fait plus rêver tout simplement parce qu'au Cameroun, on a renversé les valeurs, il faut se le dire. Maintenant, comme nous sommes accrochés aujourd'hui sur la valeur pécuniaire, et on sait que généralement l'enseignant dans la société, qu'est-ce qu'il reflète dans la tête des enfants? Il reflète un homme qui à peine peut acheter une boîte de yaourt de 900 donner à son enfant. Il faut tenir compte de cet aspect. Mais en ce qui concerne le suivi des enfants, je ne voudrais pas être chauvin à ce niveau. J'ai dit, il est de bon ton. Il est de bon ton que quand on a formé un enfant, même quand il sort de votre circuit éducatif, quand il évolue, il faut de temps en temps prendre certaines de ces nouvelles. Aujourd'hui, j'ai pris les nouvelles de certains, j'étais fier. J'étais fier parce que on prend parfois des enfants à notre niveau, l'éducation de base, comme on dit, l'éducation de base. Alors, il y a des enfants, parfois, ils sont en plein décrochage scolaire. On les prend, on réussit à les encadrer. Quand l'enfant réussit à passer le cap jusqu'à entrer au collège, il se sent revigoré un peu. Et de temps en temps, oui, il se redécouvre. Très bien, voilà même le mot. Et de temps en temps, quand il est en contact avec son ancien directeur, son ancien maître, il sent qu'il y a un regard sur lui et on l'encourage. Et de temps en temps, ça lui permet d'avancer. Et jusqu'aujourd'hui, le retour que j'ai, c'est franchement un retour positif. Et j'ai dit, il faut travailler, mot donc pour sortir de ce programme, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il faut tout simplement dire que nos enfants, je dis toujours nos enfants, il faut utiliser ce mot, nos enfants, c'est un projet. Comme c'est un projet, il faut donc que toutes les parties prenantes, les parents, les enseignants et tous ceux qui tournent autour de ces enfants, qui se mettent ensemble pour permettre à cet enfant d'avoir un futur meilleur. Et comme Mère l'a dit de temps en temps, il faut que les enfants s'imprègnent de ce qu'on appelle la profession. Qu'est-ce que la profession des parents? Qu'est-ce que la profession des X? C'est ça qui va leur donner un certain regard très objectif et viser un peu plus haut. Donc c'est un peu ça. Oh, merci Christian d'être venu. Très intéressant, mais malheureusement on arrive à la fin, il faut pouvoir clôturer, sinon on ne finira jamais. Un dernier mot pour ça. Oui, un dernier mot, c'est que je m'en voudrais de ne pas parler de l'éducation des personnes handicapées, parce que quand on parle d'éducation, on fera de ça un programme, je vous le promets. J'ai trouvé assez important pour qu'on en fasse, on en reparlera. D'accord, je flash un mot alors. C'est une catégorie sociale qui représente quand même 15% de la population, dont 3 millions de nos concitoyens. Et les enfants, vous connaissez la proportion des jeunes, mais au sein desquels on a pratiquement 12% qui atteignent le BPC. Et
C'est-à-dire que plus de 79% s'arrêtent au niveau primaire, 12% arrivent au BPC, 1,9% au bac. Donc, je crois que c'est une catégorie qu'il faut davantage encourager. Il y a des dispositions légales qui permettent qu'ils soient respectés. Qui sont partiellement respectés et dont le maître mot c'est l'ignorance, tant du côté des parents que du côté des directeurs et des proviseurs, parce qu'il y a des lois qui encadrent. Le maître disait tout à l'heure qu'il y a de très bonnes lois qui exonèrent pour l'éducation, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais les parents eux-mêmes ignorent que quand tu es parent d'un enfant handicapé ou un enfant issu d'un parent handicapé bénéficie des mêmes privilèges pour avoir une éducation adéquate. Donc, je vous promets, on reviendra là-dessus, on parlera du processus de scolarisation des personnes handicapées et aussi bien leur insertion sociale. Je vous le promets, ce sera pour notre édition. Barrister? Yes, to maybe just conclude for now, what Christian says is very pertinent. The children are our walking stick for when we will be tired. If we don't take care of them now, they will not be able to take care of us. So whatever we are doing, we should know that it is for us. Or either it is for us or it's going to be against us. We'll only have our eyes to be crying and condemning and saying, these children, but then the responsibility will fall back on us. I just want to say something concerning what Mr. Foba said. Being a mother of a physically challenged child, I would like to also associate with him to talk on behalf of this very important sector, those who constitute the sector, who may not have been as blessed as the others, but they also need, because everybody has a place under the sun, and everybody has something to contribute. And I just want to use the opportunity to say thumbs up for the parents of Mr. Popa, because if they just abandoned him, we would not have had him here. Yeah, it's a big motivation. It's a big source of inspiration. Yes, a resource person, and somebody that others can look up to. If he went up to that level, you can imagine many years back when it was not even possible for them to go to school. He went to school and all the exams he passed with brio, as they say. Today he's sitting here and talking with us, and I'm sure others are watching at him and know that they are not left out. The laws are there. Get to know the laws. As we have always said, ignorance is no excuse. Go out, look for the laws, look for advice, ask what we can do so that you can be helped. I believe that we're going to continue this discussion next time. Thanks, Barrister. Thanks for coming. Thank you so much. Thanks, everybody, and thanks for coming. To the viewers, this is where we draw the curtains on this program. See you next week, same time, for another edition of Straight Talk.